Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous vous proposons de revenir actuellement sur le phénomène de dispersion sectorielle constaté sur les marchés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bien sûr, sur les marchés financiers et surtout sur le rôle d'un gérant actif dans ce contexte. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Bourse par Luc Dumontier, directeur général adjoint aux investissements et aux opérations chez Osiam. Bonjour Luc Dumontier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va effectivement évoquer le rôle d'un gérant actif dans le contexte actuel, mais on va commencer par le contexte justement. Et ce contexte de dispersion sectorielle, comment est-ce qu'on l'analyse et comment est-ce qu'on l'explique, Luc Dumontier ? Alors, la dispersion, grosso modo, c'est de quoi se nourrit un gérant, n'importe quel investisseur. Et c'est quoi concrètement ? C'est finalement les écarts de rendement qu'il peut y avoir entre les différents titres d'un marché financier ou les différents secteurs, les différents pays, etc. Et donc, plus il y a des écarts de performance importants, plus finalement le gérant a d'opportunités pour les saisir. Alors après, évidemment, il faut être dans le bon sens pour les saisir. Mais c'est ça, ce phénomène de dispersion, c'est est-ce que les performances des différents actifs qui composent le marché sont dispersés. Et alors, est-ce que vous constatez actuellement une dispersion sectorielle plus grande que ce que vous auriez pu voir l'année dernière, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc, alors déjà, la dispersion est sur ces niveaux, les 5% les plus élevés, jamais enregistrés sur les titres individuels du marché américain depuis 2004. D'accord. Donc on a un niveau de 36%, en moyenne on a 20%. Ça c'était pour le mois d'octobre. En Europe, on est aussi sur des niveaux plus élevés que la moyenne, bien qu'ils soient moins élevés que sur le marché américain, donc 24% contre 18%. Donc on a des titres qui génèrent des performances très dispersées. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est à quoi est due cette dispersion ? Oui, bien sûr. Donc alors, et alors, revenir à votre question. Avant de dire à quoi elle est due, donc effectivement, on a bien compris les ordres de grandeur de matière en matière de dispersion. Est-ce que ça concerne quoi, des secteurs d'activité, des entreprises au sein d'un secteur d'activité ? Alors c'est peut-être dans l'explication. Voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Donc après, effectivement, on peut attribuer finalement cette dispersion à différents éléments. D'accord. Donc par exemple, est-ce qu'elle vient de la dispersion des secteurs auxquels appartiennent les titres, ou des pays en Europe, ou des styles de gestion, growth, value, momentum, etc. D'accord. En moyenne, un tiers de la dispersion historique long terme vient des secteurs, un tiers des titres, un tiers des styles. Aujourd'hui, on a plus de 50% d'explications liées au secteur. Donc ça veut dire que non seulement la dispersion est plus importante que d'habitude, mais en plus la part des secteurs dans cette dispersion est plus élevée que d'habitude. Et donc un moyen plus simple de lire ça, c'est de regarder finalement les performances sectorielles depuis le début de l'année. On a tous en tête des performances quand même sectorielles assez disparates. Donc sur le marché US par exemple, en moyenne, l'écart entre le meilleur secteur et le moins bon secteur sur des années calendaires, c'est de l'ordre de 40%. Ah oui, quand même, d'accord. Cette année, 100%. Entre 70% de hausse pour l'énergie et 30% de baisse pour la consommation durable. En Europe, on a aussi une moyenne de 40%. Cette année, c'est 60%. Entre 40% de hausse pour l'énergie et moins 20% pour le secteur technologique. Donc on voit que les gérants ont eu beaucoup d'opportunités à jouer. Et ce qui est sympa, c'est qu'on observe des phénomènes de persistance dans cette dispersion. Parce que vous pourriez me dire, ok, mais ça, vous êtes en train d'analyser le passé. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que les gérants vont pouvoir capter des opportunités importantes demain ? Et donc on voit toujours la même dispersion sectorielle actuellement dans le marché, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et historiquement, on a un phénomène de persistance qui veut dire que quand on a eu de la dispersion quelques mois donnés, les mois suivants, on a vu ces mêmes niveaux de dispersion. Donc les gérants vont avoir actifs en tout cas, vont avoir beaucoup d'opportunités, en tout cas sur les secteurs, sur les mois, les trimestres à venir. Alors justement, on peut peut-être revenir sur le rôle du gérant, ce qui va nous amener à se poser un certain nombre de questions sur la façon dont on mène une stratégie de gestion active. Donc ce qu'on appelle une gestion passive, c'est généralement associé à des indices ou des ETF. L'idée, c'est de suivre effectivement des grands indices. Là, pour le coup, la gestion active, c'est qu'on va aller chercher des titres en particulier. Encore faut-il savoir se positionner sur ceux qui vont performer à la hausse plutôt que ceux qui performent à la baisse, comme vous nous le disiez. Oui, tout à fait. Alors,
votre question me permet de faire juste une petite aparté. Au SIAM, on gère beaucoup d'ETF. Vous avez prononcé le mot. Oui, bien sûr. Ouais. Nous n'avons jamais géré d'ETF basés sur des indices pondérés par les capitalisations. Donc jamais des ETF passifs, on va dire. Oui, alors, effectivement, il y a peut-être une incompréhension sur le sujet. ETF n'est pas toujours égal à gestion passive. Dans notre cas, c'est même jamais le cas. Nous avons des ETF qui répliquent des indices de stratégies actives. D'accord. Et par exemple, des stratégies qui vont faire de la location sectorielle. Donc concrètement, on a une stratégie qu'on a développée avec le professeur Schiller, qui est un prix Nobel d'économie en 2013, et qui consiste simplement à choisir 4 secteurs parmi 10 tous les mois. En fonction de critères de valorisation sur les marchés. Et donc on va réallouer notre portefeuille en réinvestissant sur les 4 secteurs les moins chers chaque début de mois. Et alors c'est justement ça la possibilité ou l'opportunité du gérant actif, c'est de faire évoluer finalement ses allocations en fonction du contexte, même si, comme vous nous le disiez, il y a une certaine persistance dans la dispersion sectorielle. Alors, il y a une persistance dans le niveau des opportunités. D'accord. S'il y a eu beaucoup de disparités entre les performances des secteurs aujourd'hui, il y en aura beaucoup demain. D'accord. Ça ne veut pas dire que les mêmes secteurs qui ont performé hier vont continuer de performer aujourd'hui. Ça veut simplement dire qu'il va y avoir plus d'opportunités. Et nous, pour capter ces opportunités, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que le principal indicateur pour essayer de les capter, c'est des critères de valorisation, parce qu'on pense que les investisseurs surréagissent souvent par rapport à des narratives, comme l'a dit le professeur Schiller. Et donc, nous, on va jouer, finalement, on va être contrariant par rapport à ça. Parce que la dispersion, finalement, elle s'alimente par rapport à plein de thèmes. On en a, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dispersion aujourd'hui. Et ce qu'on appelle des narratifs, c'est quoi? C'est des actualités marchés? Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, on en a 3 récentes. On a le Covid. Le Covid, on a bien vu qu'il y avait le Covid avait généré beaucoup de dispersion, avec une surperformance d'actions comme Netflix par exemple, et une sous-performance des actions très drivées par la croissance économique, etc. Bien sûr, mais ça ne dure pas éternellement. Oui, bien sûr. Ça ne dure pas éternellement, mais il y a toujours des narratifs qui viennent se créer en ce moment. Il y a eu malheureusement la guerre en Ukraine, qui, dès qu'on est un peu plus inquiet, que les investisseurs sont un peu plus inquiets, le prix du baril de pétrole monte, l'énergie monte. Mais si le baril de pétrole monte, c'est pas très bon pour la croissance économique, donc c'est pas très bon pour les secteurs growth. Un troisième exemple, c'est dès qu'il y a un chiffre d'inflation un peu supérieur à ce qui était anticipé juste avant, les investisseurs se disent « Oh là là, les banques centrales vont remonter plus leur taux que ce qui était prévu. C'est bon pour les financières, c'est pas bon pour le secteur technologique. » Donc des narratifs, il y en a tout le temps. Et les investisseurs surréagissent souvent par rapport à ça. Et donc un gérant actif quantitatif va venir finalement jouer être contrariant par rapport à ça. Alors il y a quand même, donc effectivement, quand on parle de dispersion sectorielle, ça veut dire qu'on part du principe qu'un secteur d'activité, que les entreprises ou que les actions d'un secteur d'activité vont toutes réagir de la même manière. Pour autant, elles publient des résultats différents, elles ont des réalités différentes, elles ont des bilans différents, donc ça suppose quand même aussi d'aller au sein d'un secteur, ensuite quand même faire une analyse un petit peu quand même. Oui. Alors il y a beaucoup de gérants qui font ça. C'est pas le cas d'Ociem. Notamment parce que comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on arrive nécessairement à les capter. D'accord. Et donc nous, historiquement, on a montré qu'on était capable de capter les opportunités liées aux dispersions sectorielles. On a fait les mêmes analyses titre à titre. Et c'est beaucoup plus dur de le faire, en tout cas avec nos modèles mis en place. On a un peu plus de mal là-dessus, donc on s'est plus concentré sur les secteurs, les uns contre les autres, en achetant toutes les valeurs du secteur. D'accord. Là, pour le coup. De manière uniforme, en se disant ce secteur, dans le contexte actuel, dans le narratif, ou en tout cas face au narratif actuel, devrait réagir de cette manière-là. Oui, en fonction de son prix. De sa market cap, donc on en revient au sujet valorisation, à ses bénéfices. Alors non pas comme un price earning ratio sur la dernière année ou sur l'année à venir, mais sur une moyenne des 10 années précédentes, pour justement moyenner un peu les choses
et faire attention au phénomène de surréaction des investisseurs. Alors, l'idée, c'est évidemment pas de faire du conseil d'investissement, mais si je commente un petit peu ce qu'on peut lire à droite à gauche, que le secteur du luxe, par exemple, a particulièrement bien performé, que le secteur de l'énergie a largement tiré effectivement les indices internationaux ou autres, là, la dispersion sectorielle, elle est plutôt, ou même les bancaires qui ont particulièrement publié des résultats beaucoup plus résilients qu'attendus. La dispersion sectorielle, elle porte aujourd'hui ces secteurs-là, c'est ça ? Alors, oui. Alors, pour ce qui concerne oui et non, ces secteurs. Alors, moi, je vais vous dire sur quel secteur aujourd'hui on a investi, si vous le souhaitez. Mais juste avant, je vais vous rappeler l'indicateur qu'on utilise pour dire sur quel secteur on est investi. Donc, concrètement, on regarde aujourd'hui si un secteur, par rapport à lui-même en historique, est cher. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on sait très bien que les investisseurs vont acheter le secteur IT avec des multiples de valorisation plus importants que le secteur de la consommation courante, parce qu'ils espèrent des bénéfices futurs plus importants. Donc c'est très important de ne pas comparer la valeur absolue de ces multiples de valorisation. Donc on commence par calculer le multiple de valorisation pour un secteur par rapport à lui-même en historique. Et ensuite, on va classer, selon ce ratio, les différents secteurs en fonction de leur degré d'attractivité par rapport à leur moyenne historique. Et aujourd'hui, donc que ce soit sur les US ou sur l'Europe, les 4 secteurs qu'on a choisis, c'est finance et matériaux. Que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. D'un côté ou de l'autre, exactement. Ouais. Sur les US, en plus, on a choisi les valeurs technologiques. D'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que si on regardait juste le multiple le narratif est pas les porte pas, complètement. Oui, mais si on regarde juste le multiple de valorisation actuel, c'est cher en absolu. Par contre, par rapport au secteur lui-même, c'est devenu pas cher. D'accord. Donc c'est pour ça, lié à cet indicateur, que le secteur des technologiques est rentré dans le portefeuille d'un point de vue quantitatif, et consommation durable. Donc vous parliez de luxe tout à l'heure. Bien sûr. Ce même secteur consommation durable que vous mettiez au regard de l'énergie tout à l'heure pour montrer qu'il y avait une grande dispersion sectorielle. Oui, tout à fait. Exactement. Réalisé depuis le début de l'année. Et en Europe, donc finance matériaux, consommation courante et services de communication. Voilà. D'accord. Okay. Donc ce sont pour nous les secteurs aux États-Unis et en Europe qui sont les moins chers au regard de leur valorisation eux-mêmes et des valorisations des autres secteurs. Merci beaucoup Luc Dumontier d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler effectivement cette stratégie de gestion active qu'on peut mettre en place dans un contexte de dispersion sectorielle. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint aux investissements et aux opérations chez Osiam. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct et je vous invite évidemment à regarder d'ici là les replays de Smart Bourse sur bismart.fr ou à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Merci, à demain.